Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi Pacte adoptée par le Sénat mais sans le volet privatisation, les sénateurs ont refusé de privatiser Aéroports de Paris et la Française des Jeux contre l'avis du gouvernement. Un vote qui remet en cause l'équilibre du texte selon l'exécutif. Le débat à suivre. Nouvelle lecture et nouvelle chance pour le projet de loi justice pour sortir de l'impasse. Les sénateurs vont tenter de proposer une version qui permette aux professions judiciaires de stopper leur mobilisation. Analyse et décryptage avec nos invités dans un instant. La conférence des évêques de France auditionnée au Sénat dans le cadre de la mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Une audition très attendue après les nombreux scandales de pédophilie qui ont éclaté au sein de l'Église catholique. Les réactions dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui et Alexandre Poussard dans notre multiplex politique et parlementaire tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, c'est une condamnation unanime de la classe politique après ces actes de violence, mais aussi cette flambée d'actes antisémites. Gérard Larcher, le président du Sénat, a d'ailleurs redit sa fermeté à l'ouverture de la séance que vous avez suivie pour nous, Alexandre Poussard. Oui Delphine, et le ton du président du Sénat était très grave cet après-midi. Même s'il a rappelé la crise que traverse notre pays, il a condamné les violences de ce week-end et notamment les actes antisémites. Écoutez-le. Quand plus aucun symbole n'est respecté, comment s'étonner de la résurgence de comportements que nous pensions définitivement appartenir au passé? La nausée que nous inspire la résurgence de l'antisémitisme, tout comme les récentes profanations d'églises, renforcent notre détermination à ne jamais rien céder quand l'essentiel est en jeu. Le président du Sénat est revenu également sur les violences contre les parlementaires qui ont ponctué ces derniers mois. Écoutez-le. Un certain nombre d'élus, députés, sénateurs, élus locaux, ont récemment été victimes d'agressions, de menaces, et certains ont vu leurs locaux vandalisés. Et combien d'autres locaux ont été vandalisés? Je veux exprimer ici la solidarité du Sénat à leur égard et adresser un message de soutien tout particulier au président de l'Assemblée nationale, notre collègue Richard Ferrand. Un soutien à Richard Ferrand dont, je le rappelle, le domicile a été ce week-end incendié. Merci à vous Alexandre. Alors après avoir auditionné l'ancien conseiller d'État Jean-Marc Sauvé, chargé par l'épiscopat d'enquêter sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique, la conférence des évêques de France est donc entendue cet après-midi par les sénateurs. Ils veulent savoir quelles sont les mesures prises par l'Église après ces nombreux scandales de pédophilie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la sénatrice LR Catherine Deroche qui était au micro de Tam Tranui il y a quelques instants. Ce que nous attendons de la conférence des évêques et de ceux qui vont accompagner les personnes auditionnées, la cellule de lutte contre la pédophilie, c'est qu'elle nous explique ce qu'elle a mis en place depuis quelques années, quelques mois, voire quelques années, pour justement répondre à ce problème majeur qui a été celui d'une forme de silence qui existait dans l'Église au but de protéger l'institution et qui s'est fait au détriment des victimes. Voilà, et on reviendra tout au long de cette édition sur ces auditions. Le dossier russe d'Alexandre Benalla s'alourdit après les nouvelles révélations de Mediapart. L'ancien chargé de mission aurait négocié, s'enrichissant personnellement à cette occasion, plusieurs contrats avec des oligarques russes proches du Kremlin, avant, mais aussi après son départ de l'Élysée. Quentin Calmet avec Jonathan Dupriez. Alexandre Benalla a noué 2 contrats de sécurité avec des oligarques russes. Un premier, en juin 2018, alors qu'il était en poste à l'Élysée. Contrat pour le compte d'Iskander Marmoudov, un proche de Vladimir Poutine. Mediapart révèle l'existence d'un deuxième contrat, signé avec un autre proche du président russe, signé cette fois après son limogeage de la présidence en décembre 2018. En tout, le montant de ces contrats russes s'élève à 2,2 millions d'euros. Pourtant, Alexandre Benalla avait affirmé devant le Sénat, sous serment, ne pas connaître l'existence de ces oligarques. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov.
Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontrée. De son côté, la commission d'enquête parlementaire reste prudente sur un éventuel parjure. Elle rendra ses conclusions en même temps que son rapport, attendu prochainement. Je ne veux en aucun cas préjuger de ce qui sera notre décision à nous, co-rapporteurs, nos propositions faites à la commission des lois. Pour Fabrice Arfi, journaliste à l'origine des révélations, Alexandre Benalla a bien menti à de nombreuses reprises devant le Sénat. On l'entend dans les enregistrements révélés par Mediapart et d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse que la police puisse mettre la main sur le contrat russe qu'il faut absolument cacher. Alors on change le montage financier, on crée une nouvelle société qui est dirigée par qui en sous-main? Par Alexandre Benalla. Et puis quelques semaines plus tard, un nouveau contrat devant les sénateurs. Monsieur Benalla, droit dans ses bottes, a dit qu'il n'avait rien à voir avec aucun contrat russe. C'est faux. La commission d'enquête du Sénat pourrait signaler l'affaire au parquet. En cas de parjure avéré, Alexandre Benalla risquerait 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur LR François Grosdidier, qui est membre de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla ici au Sénat. Oui, François Grosdidier, votre réaction à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla, il en intervient tous les jours. Alexandre Benalla aurait touché 2,2 millions d'euros grâce à 2 contrats négociés avant et après son départ de l'Élysée. Oui, ce qui est très gênant, c'est qu'il y en a un qui est négocié avant. Ce qui est très gênant aussi, ce sont les montants, parce que cela paraît hors de proportion par rapport à des contrats classiques de gardiennage ou même de protection des personnes. Donc il y a peut-être d'autres prestations derrière, il y a peut-être d'autres raisons à ce que ces contrats soient ainsi passés. Ce qui est d'abord de plus gênant, c'est que c'est un parjure de plus. Il nous avait juré sous serment, bien sûr, le contraire en commission d'enquête. Ce qui est très gênant aussi, c'est qu'il était au plus près du président de la République, au plus près des secrets de la République, tout en étant en affaire avec des personnes susceptibles de représenter des intérêts contraires à ceux de la République. Donc on a à la fois, le problème de violation de la loi de conclusion de contrat par des fonctionnaires et d'affairisme quand on est dans la fonction publique, mais il y a aussi ce problème de conflit avec nos intérêts nationaux. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc on n'est pas dans simplement la petite erreur personnelle, le petit dysfonctionnement, la tempête dans le verre d'eau dont on nous parlait au début de cette affaire, le cas strictement individuel. On est dans un problème de dysfonctionnement des institutions. Et d'ailleurs, au départ, on pensait que c'était un petit dysfonctionnement avec M. Benalla, qui était nullement habilité ni qualifié et qui avait finalement autorité sur la police ou la gendarmerie, alors qu'on nous disait qu'il était simplement chargé d'une mission de coordination. Après nous avoir dit qu'il ne s'occupait pas du tout de sécurité. Là, on se rend compte qu'il y a même une menace pour la sécurité dans la mesure où il est en lien avec des intérêts contraires à ceux de la France. Donc c'est une affaire très compliquée. Le Sénat... Avec de très nombreux volets. Il y a eu Matignon mis en cause la semaine dernière. Il y a cette fois-ci ces nouvelles révélations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui nous inspire, c'est que les investigations que devront mener la justice, voire même le Parlement, ne sont pas terminées. Ce qui est terminé, c'est les travaux. Ce qui est terminé, ce sont les travaux de notre commission d'enquête. Notre commission d'enquête portée, en fait, d'abord ne devait durer que 6 mois. C'est la règle, et ensuite ne porter que sur la façon dont des agents non titulaires, comme M. Benalla, pouvaient suppléer les forces publiques de l'ordre, police, gendarmerie, dans la protection de la présidence de la République, ou même dans des missions de police, comme ça avait été le cas le 1er mai. Là, on excède complètement ce champ. On excède complètement. Après, la police parallèle, dont on dit qu'elle n'existait pas, mais qui est avérée, puisque même M. Kras a dit à Charlie Hebdo que c'était M. Benalla, le patron en fait de la sécurité, que policiers et gendarmes ne supportaient pas ça. Il y a ce côté police parallèle, il y a ce côté diplomatie parallèle, ouvert avec l'usage des passeports diplomatiques, qui n'auraient pas vraiment posé de problème si c'était pour aller en vacances à l'île Maurice, mais qui en pose davantage quand c'est pour visiter des chefs d'État en Afrique. Et puis on a ce volet, ce troisième volet,
qui est ses liens d'affaires avec des oligarques russes. Donc on en est au 3e volet. L'enquête du Sénat ne portait que sur le premier. Très rapidement, François Grosdidier, l'autre personne mise en cause dans l'affaire Benalla, c'est aussi Ismaël Emelien, le conseiller spécial du président de la République qui vient de démissionner. Est-ce que vous faites le lien entre cette démission et cette affaire? C'est évident qu'il y avait une proximité très proche entre M. Emelien et M. Benalla, puisque M. Benalla lui a même donné les documents les enregistrements vidéo de la place vidéo. Donc M. Emelien s'est trouvé en situation de recel, puisque c'est des documents qu'il ne pouvait pas posséder légalement. Et quand on sait qu'il est réellement l'éminence grise, qu'il est le stratège de la campagne d'Emmanuel Macron et de ses premiers mois de gouvernement, qu'il est son plus proche collaborateur, on a du mal à nous faire croire que M. Benalla était un élément isolé, subalterne dans le système Macron et qui n'avait rien à voir avec le cœur du pouvoir. Eh bien, merci beaucoup François Grosdidier d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. Et justement, vous venez d'en parler. Dans ce contexte, Emmanuel Macron remanie sa garde rapprochée après le départ de Sylvain Faure, plume du chef de l'État. C'est donc au tour de son conseiller spécial, Ismaël Emelien, de quitter l'Élysée. Alors, est-ce une victime collatérale de l'affaire Benalla ou la volonté du président de lancer un acte 2 de son quinquennat? Cécile Cixous est allée poser la question aux sénateurs. Ils sont ceux qui l'ont porté au pouvoir. 2 ans plus tard, le clan Macron se délite. Après le départ de Sylvain Faure, de Stéphane Séjourné, c'est au tour d'Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, de quitter ses fonctions. Au groupe LREM du Sénat, François Patriel assure – il n'y a pas de malaise, les 3 hommes continuent de soutenir le président. On peut comprendre qu'après 2 ans au ministère, après 2 ans de campagne, après 2 ans à l'Élysée, ils aient besoin de réorienter leur vie. Parce que vous imaginez la somme de travail qui a été fournie et de pression constante. Officiellement, si Ismaël Emelien quitte l'Élysée, c'est pour publier un livre, une version à laquelle on croit peu chez les Républicains du Sénat. Qu'on change des équipes en cours de route à l'Élysée, c'est pas anormal. Mais là, c'est pour toujours la même raison. C'est-à-dire c'est l'affaire Benalla et ses suites. Alors qu'ailleurs, quand on change d'équipe, c'est pour différentes raisons, mais qui n'ont rien à voir avec une seule affaire. Donc lui, il dit que c'est pour faire la promotion de son livre. Je lui souhaite bonne chance dans cette affirmation qui, à mon avis, ne sera pas crue très longtemps. Pas crue non plus par Patrice Caner, qui fait partie de la commission Benalla. Quand on change autant de collaborateurs et de collaborateurs très proches, c'est que manifestement, il y a peut-être une évolution politique qui se prépare. Ce que j'espère, non pas pour moi, mais pour les Français et pour le pays, c'est que cette prise de conscience éventuelle liée à ces départs aboutisse à une politique qui soit modifiée pour la France. Cette hémorragie de la Macronie est-elle un signe d'un changement de cap politique ou celui d'une fébrilité du président? En tout cas, selon certains sénateurs, il y aura dans les jours qui viennent d'autres départs. Et on continue les réactions au Sénat avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal. Rachid Temal, comment interprétez-vous la démission d'Ismaël Emelien, l'une des pierres angulaires de la Macronie, qui part, dit-il, parce qu'il va faire la promotion d'un livre sur le progressisme? Alors, si on devait suivre l'explication officielle, on pourrait s'interroger sur la présence de M. Le Maire encore dans le gouvernement, puisque lui-même a commis un ouvrage. Tout ça n'est pas très sérieux. Je pense que finalement, quand Gérard Collomb partait... Donc un prétexte pour vous. Tout à fait. Quand Gérard Collomb partait en septembre dernier, il avait indiqué qu'il fallait être plus humble, qu'il y aurait des problèmes. Je crois que c'était à la fois le premier d'une longue série de départs, mais surtout aussi, on voit bien un système, l'aventure macronienne qui est en train de s'effondrer de l'intérieur, j'ai envie de dire. Et donc M. Ismaël Emelien quitte l'Élysée comme d'autres conseillers. Et puis on voit bien qu'il y a aussi ce rapport à l'affaire Benalla et que finalement l'affaire Benalla, le président de la République indiquait que c'était un verre d'eau, une tempête dans un verre d'eau. Finalement, ça commence à tourner un peu à une affaire qui va entacher durablement le quinquennat de M. Macron. Oui, vous faites le lien avec l'affaire Benalla dans laquelle Ismaël Emelien est mis en cause, non seulement pour avoir reçu les vidéos de la place de la Contrescarpe, et peut-être aussi pour avoir continué à conseiller Alexandre Benalla par la suite. En tout cas, il est clair que l'ensemble des éléments que nous avons eus à la fois dans la commission d'enquête et en lisant la presse laisse penser qu'il y aurait tout ça un lien qui se serait maintenu, puisque M. Benalla indiquait d'ailleurs qu'il avait des liens à la présidence après en être parti. Et on voit bien que tout cela interroge. Et d'ailleurs, on peut saluer ce contre-pouvoir qu'est le Sénat,
puisque si au Sénat nous avons fait 6 mois de commission d'enquête, à l'Assemblée, au bout de 4 jours, la présidente LREM de la commission d'enquête à l'Assemblée avait indiqué que la vérité avait été révélée, il n'y avait rien à regarder de plus. On était parti d'un délit, j'allais dire, le 1er mai dernier, et on arrive avec des passeports, des coffres-forts qui disparaissent, personne ne sait quelle est la mission de M. Benalla, et maintenant des oligarques russes proches de Vladimir Poutine qui apparaissent dans cette aventure assez scandaleuse d'ailleurs. On sait la commission d'enquête du Sénat touche à sa fin. Est-ce que le Parlement doit se saisir de ces nouveaux épisodes de l'affaire Benalla pour vous ? Il doit, moi je pense qu'en tout cas, personnellement, je pense que les travaux doivent maintenant se poursuivre à nouveau. Parce que vous appelez à une nouvelle commission d'enquête sur en tout cas de relais. comprendre ce qu'était une forme de système sur des questions de sécurité où quand on nous dit que M. Benalla ne faisait pas la sécurité pour les uns, il en faisait pour les autres, et qu'au final, il semblerait que pendant cette période à l'Élysée, il avait déjà travaillé ou contracté ou participé à des accords avec un oligarque russe. C'est totalement ce qu'on nous a caché pendant de longs mois. Rachid Temal, j'en reviens à l'Élysée, au départ d'Ismaël Emelien. Avant lui, il y a eu Sylvain Faure. Il y a de moins en moins de personnes du premier cercle de la Macronie qui sont restées à l'Élysée. Est-ce que pour vous, ça appelle aussi une évolution politique de la part du président de la République ? Le président de la République, sa personnalité, sa façon de gouverner le pays, elle est questionnée, pour ne pas dire contestée. Une partie de ce qui est aujourd'hui une forme de crise sociale, c'est aussi son rapport aux gens, son rapport aux élus, son rapport aux corps intermédiaires, son rapport aux Français. Des petites phrases qui illustrent bien une façon de faire. Il y aurait le monarque républicain absolu Emmanuel Macron qui serait seul et qui serait mieux que tout le monde. D'ailleurs, parce que le fait qu'il change son entourage, ça montre qu'il a pris conscience. Non, je pense que la première chose à faire, c'est de se réformer lui-même. C'est pas son entourage. Et quand sur la question du grand débat, on a un roadshow, d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur le temps de parole. Parce que nous sommes dans une campagne, je rappelle que c'est lui seul qui veut à la fin décider seul de ce que sera la conclusion du grand débat. Là, c'est une méthode de gouvernance qui n'est plus acceptable en France en 2019. Bien, merci beaucoup Rachid Temal d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Je vous le disais en titre, la réforme de la justice revient en nouvelle lecture cet après-midi au Sénat, alors que la situation semble toujours bloquée entre la garde des Sceaux et les professions judiciaires qui voient dans ce texte un risque d'éloignement des citoyens de la justice. Le Sénat entend jouer les médiateurs. Fabien Recker. Entre le Sénat et l'Assemblée nationale, deux visions s'opposent. Alors que le projet de loi de réforme de la justice revient à la Haute Assemblée, dans une version très proche de celle du gouvernement, les sénateurs dénoncent un texte qui éloigne le justiciable des tribunaux. C'est la suppression de l'audience de conciliation dans les divorces pour faute, alors que c'est le seul moment où le juge peut rencontrer les personnes qui sont en conflit et traiter le problème naturellement des enfants, et puis confier la fixation des pensions alimentaires au directeur de la caisse d'allocation familiale. Je ne nie pas que celui-ci ait du talent, mais il n'est pas magistrat, donc ça n'est pas possible. En deuxième lecture, les sénateurs vont donc à nouveau largement amender le texte. Ils veulent par exemple mieux encadrer le recours à la justice numérique et poser des garde-fous à la fusion prévue des tribunaux d'instance et de grande instance afin qu'elle ne conduise pas à la disparition de certains tribunaux dans les territoires. À l'unisson avec le Sénat, c'est l'ensemble des représentants des professionnels de la justice qui dénoncent la rationalisation à outrance à l'œuvre dans le texte du gouvernement. Quand la justice s'éloigne, elle se fissure. Si pour accéder au juge, il faut franchir un certain nombre d'étapes, que ce soit un nombre de kilomètres ou des dossiers, ou utiliser exclusivement le numérique, ou saisir le juge uniquement par voie numérique, vous avez une rupture qui se fait. Autre point de crispation, le budget de la justice que le Sénat veut revoir à la hausse, ou le durcissement de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, auquel les sénateurs sont opposés. Des sénateurs qui s'inquiètent aussi de certains reculs pour les libertés civiles, comme l'extension des pouvoirs d'enquête des procureurs. Voilà, et on reviendra sur la réforme de la justice dans notre débat à la fin de cette édition. Mais avant cela, on va parler de la loi Pacte, puisque les sénateurs l'ont adoptée en début d'après-midi, mais dans une version largement modifiée, Alexandre Poussard. Oui Delphine, les sénateurs ont adopté ce projet de loi Pacte avec 207 voix pour, 116 voix contre. Oui, dans une version très modifiée. Dans sa version du Sénat, ce projet de loi a été marqué par le rejet de la privatisation de la Française des Jeux et de la Société Aéroports de Paris, ADP. Car pour les sénateurs de droite, cette société ADP qui gère les aéroports franciliens est trop stratégique pour être laissée au privé. Écoutez Sophie Primas, la sénatrice Les Républicains.
Il me semble toujours, Monsieur le Ministre, imprudent de laisser partir Aéroports de Paris sans en mesurer toutes les dimensions stratégiques. Or, aucune garantie n'a été apportée sur les mécanismes de cession des actifs à court, moyen et long terme. Qui peut en effet dire, Monsieur Young, quel sera le sort d'un futur acquéreur privé opéable une fois, 2 fois, 10 fois dans les 70 prochaines années? Qui sera maître du jeu dans le ciel français? Et dans cette opposition aux privatisations, il y a eu une union sacrée de la droite et de la gauche du Sénat, une union qui a interpellé le sénateur La République En Marche, Richard Young. Les différentes suppressions de l'article 44, permettez-moi de vous le dire, mes chers collègues, ont été adoptées par une majorité hétéroclite. 124 LR, 20 RDSE, 74 socialistes, 16 CRCE. Voilà. Alors, c'est l'arche de Noé, votre truc, hein? Et notez que ces privatisations devraient être rétablies par la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Alexandre. Alors cette loi Pacte adoptée par le Sénat a donc été amputée des privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Vous l'avez dit Alexandre, c'est le résultat d'une alliance inédite entre les sénateurs LR et aussi les sénateurs de gauche. La Haute Assemblée a donc porté un coup d'arrêt à la cession d'actifs voulue par le gouvernement. Les explications de Samia Dechir. Après 2 semaines d'examen, la loi Pacte version sénatoriale n'a plus grand-chose à voir avec le texte du gouvernement. La privatisation d'Aéroports de Paris, mesure phare du projet de loi, a été massivement rejetée, à droite comme à gauche. Est-ce qu'on doit donner une entreprise aussi stratégique à des mannes financières ou à des profits purement financiers? ADP est un aménageur national et international. Il faut le garder public. Il faut conclure. La privatisation de la Française des Jeux a subi le même sort. Seule la réduction des parts de l'État dans Engie à moins de 33% a été acceptée par la majorité sénatoriale. Autre volet de la loi Pacte largement modifié par la Chambre haute, celui de l'écologie. Les sénateurs ont repoussé d'1 an l'interdiction des couverts, touillettes et autres ustensiles en plastique. Motif, les fabricants auraient besoin de temps. Qu'il faut que nous arrêtions ce que j'appelle et ce que nous sommes un certain nombre à appeler le plastic bashing. Laissons le temps à cette activité de pointe de s'adapter. La loi Pacte prévoyait aussi d'inscrire dans le Code civil l'obligation pour les entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. La majorité sénatoriale y voit une contrainte supplémentaire pour les petites entreprises. Elle a donc voté contre. Mais l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot, reviendra sans doute sur les modifications du Sénat. Alors la loi Pacte sans le volet privatisation est-elle vidée de sa substance? L'équilibre de la loi est-il remis en cause après le vote des sénateurs? On en parle tout de suite dans notre premier débat. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Catherine Fournier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste du Pas-de-Calais et présidente de cette commission spéciale donc, sur le projet de loi Pacte. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau, Jean-François Husson, bonjour, vous êtes sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. Vous étiez le rapporteur de cette commission spéciale. Julien Bargeton est également avec nous, sénateur Bonsoir. La République En Marche de Paris. Et Claude Rénal, bonsoir, vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Garonne. Je le disais à l'instant, Catherine Fournier, cette loi amputée de ses principales dispositions, est-ce qu'elle conserve malgré tout son équilibre? Alors je voudrais simplement vous rappeler quand même l'intitulé de la loi, c'est la croissance et la transformation des entreprises. Je pense qu'on parle d'un sujet bien plus vaste que la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux. Donc je pense que fondamentalement, il faut recentrer le débat sur ce qu'est la transformation de l'entreprise et qui est restée en fait l'âme du texte de loi qui a été approuvé en majorité par le Sénat. Son âme initiale, c'est la version originelle du gouvernement. Elle a quand même été modifiée, on le disait Jean-François Husson, avec ce coup de tonnerre, quand même, cette alliance un peu inédite entre la gauche, je le disais, les sénateurs LR qui se sont accordés pour rejeter ces privatisations. Jean-François Husson. C'était pas. J'ai eu l'occasion de le dire à la fois dans les travaux de la commission, en commission et en séance publique. Ça n'a pas été ma ligne de conduite. Pour tout vous dire, j'étais sur la question des privatisations, je partais plutôt avec un avis très réservé au regard de la privatisation des autoroutes. Et
plus j'ai travaillé, j'ai essayé de le faire avec le plus d'objectivité possible, évidemment. Et je pense que la droite et le centre doivent aussi accepter de se réinterroger sur finalement notre corpus de valeurs, ce qui doit porter le projet politique de nos sensibilités. Et il faut redonner un cap. Sur Aéroport de Paris, moi je partage par exemple l'avis de dire est-ce que c'est le rôle de l'État d'être l'agent commercial des activités de commerce et de services? Honnêtement, il y a 5 ans, on vous aurait dit plutôt non. Il se trouve qu'il y a une bonne gestion par l'équipe actuelle d'Aéroport de Paris. Et donc, on nous dit c'est la poule aux œufs d'or, c'est les bijoux de famille. Je crois qu'il faut trouver finalement un juste équilibre. Alors, il a été trouvé dans ce texte, Jean-François Husson, justement sur ce point. On a parlé de garde-fous, justement, pour que l'État conserve une certaine souveraineté malgré tout. Alors, d'abord, il y a toutes les fonctions régaliennes sur l'accueil, la sécurité. Ça, c'est indiscutable. Ils sont de douane aussi. Voilà. Là, c'est le rôle de l'État, mais il n'est pas remis en cause. Et ensuite, il faut lutter contre deux risques. Une forme de libéralisme débridé et donc un encadrement, une régulation. La régulation, on l'a proposée. D'abord, vous avez un contrat de régulation économique de 5 ans qui fixe des objectifs. Et ensuite, on a dit une deuxième chose, on a proposé une deuxième chose, c'est de dire tous les 10 ans, on fait une évaluation du cahier des charges. Ça, c'est le premier sujet. Je crois que c'est important parce que en 10 ans, on peut avoir 30 à 40% de passagers supplémentaires. Il faut juste savoir que 1 million de passagers, c'est 5000 emplois en même temps. Voilà, il faut tous dire, on a les enjeux environnementaux, bruit, qualité de l'air, c'est un vrai sujet, la pollution. Bon. Deuxième sujet, c'est la régulation. Qu'avons-nous proposé? Là, on a souhaité aller beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui, en ayant finalement, et on l'a mis dans les articles, c'est les articles 48 et 49, le principe, c'est de dire qu'il faut une autorité indépendante forte, du type ASI, mais surtout plutôt la formule du ferroviaire, c'est-à-dire type ARAFER. Je rappelle quand même qu'avec l'ARAFER, aujourd'hui, 50% du produit des activités commerciales dans les gares servent à alimenter les investissements sur les infrastructures. C'est important. Donc, de la liberté, de la concurrence, de la compétition et de la régulation. La régulation. Elles sont importantes, ces garanties, ces modifications, Julien Bargeton, qui ont été apportées, votées par le Sénat? Elles sont très importantes et je pense qu'il faut les maintenir, il faut surtout les garder. Moi, je voudrais d'abord féliciter Mme Fournier et M. Husson pour leur travail sur ce texte. On a eu des points de désaccord, mais nous vivons un moment où le parlementarisme est critiqué et où parfois le Sénat est attaqué. Et je pense que si les gens se penchaient sur la qualité du travail qui est mené, par exemple sur ce texte, eh bien, ils pourraient réviser leur jugement sur l'utilité du bicamérisme. Même si nous avons voté contre cette version parce que nous n'en partageons plus tout à fait l'équilibre. Je crois que ce texte, comme l'a dit Mme Fournier, est un texte beaucoup plus large que le sujet des privatisations qui cristallise la polémique, mais qui n'est qu'une dimension. Il y a des sujets très importants sur les seuils. Là, j'ai eu un point de désaccord d'ailleurs avec la majorité sénatoriale sur le fait que, par exemple, on a étendu le seuil pour avoir un local syndical. Je pense que ce n'était pas une bonne idée à ce moment de ce texte. Et également d'autres éléments qui font que nous nous sommes prononcés contre. Sur les privatisations, et notamment de Aéroport de Paris, oui, il faut être extrêmement prudent. Moi, je pense qu'on voit des modèles d'aéroports dans le monde qui sont soit publics, soit privés, et ceux qui sont privés ont des très bons résultats. Il y a un besoin d'avoir des capitaux frais pour Aéroport de Paris, pour qu'il continue à s'internationaliser et puis à mener ses activités. Il faut aussi financer un fonds d'innovation, et ce n'est pas illégitime que l'État se réinterroge et puisse céder des actifs un peu anciens pour financer des politiques nouvelles. Mais pour autant, moi je partage une partie de ce qu'a fait le Sénat, enfin une grande partie, c'est-à-dire sur tous les garde-fous qui ont été mis, notamment sur les clauses de revoyure. Ça me paraît extrêmement important. Je souhaite que l'Assemblée nationale puisse conserver ces dispositifs. Oui, Claude Raynal, on en parlait. Il y a souvent eu le cas de l'aéroport de Toulouse qui a été cité lors des débats. En tant que sénateur de la Garonne, vous aussi, vous êtes opposé à cette privatisation d'ADP. Pourquoi? D'abord, vous l'avez dit, mauvaise expérience avec effectivement la privatisation de l'aéroport de Toulouse qui s'est
de toute évidence, de l'avis de tous, mal passé, avec un actionnaire qui finalement n'a souhaité d'abord ne s'intéresser qu'aux dividendes, qu'à récupérer la trésorerie de l'entreprise, qu'à investir à minima, qui s'était engagé sur 850 millions d'euros de travaux, qui en est finalement bien loin aujourd'hui, qui revend aujourd'hui. Enfin, tout ceci par rapport à ce que nous avons connu avec finalement une structure qui était portée à l'époque par la Chambre de commerce, comme régulièrement dans les aéroports de province, et qui donnait parfaitement satisfaction. Donc, si vous voulez, on va revenir en arrière après une expérience tout à fait malheureuse. Donc, on n'encourage pas. C'est un gouvernement socialiste qui avait cédé l'aéroport de Toulouse. C'était le ministre Macron, ça ne m'a pas échappé. C'était le gouvernement Manuel Valls. Ça ne m'a pas échappé. Non, mais ça ne m'a pas échappé que c'était le ministre Macron Emmanuel Macron qui avait poussé dans cette opération-là. Et je crois que ça a été une très mauvaise expérimentation. Donc ça n'encourage pas, en tout cas, sur la question d'ADP. Mais il y a une initiative. Oui, si vous permettez, simplement, je voudrais rajouter une petite chose. On parle de privatisation. C'est un fait, mais ça n'est pas une réelle privatisation. Oui, c'est une mise en concession. Absolument. C'est une mise en concession pour 70 ans. Et je voudrais simplement vous rappeler, ou vous présenter, ou vous apporter un point supplémentaire. Je suis du territoire du Pas-de-Calais. La commune que j'occupe accueille une partie des infrastructures du tunnel sous la Manche. Permettez-moi de vous dire que c'est une concession. Elle fonctionne très bien. Elle a très mal démarré, mais actuellement, elle fonctionne très bien et elle investit énormément sur ses propres deniers. Quand on voit sur l'aménagement portuaire et l'aménagement de ce port sec qu'est le tunnel sous la Manche, d'un côté, vous avez des financements publics, mais de l'autre côté, ils assument complètement le financement privé. Et c'est important. Et quand on parle de la cession de bijoux de famille, excusez-moi, les bijoux de famille, c'est un terme très affectif, ce que je comprends tout à fait. Et j'ai eu la même démarche que Jean-François Husson, le rapporteur, de me dire au départ, mais à quoi ça correspond? Mais des bijoux de famille ne prennent pas pour autant de la valeur au fil des années. Ils n'ont qu'une valeur sentimentale. Et je crois qu'on est dans un monde économique très acharné et il faut absolument que l'on se positionne. Oui, d'abord une concession de 70 ans. Sur cette question, finalement, d'une gestion d'aéroport, on pourrait déjà s'interroger sur cette durée. Je vous rappelle que le Conseil d'État, sur des affaires qui concernaient les traitements de l'eau, par exemple, par un arrêt qui s'appelle l'arrêt Olivet, a réduit considérablement ces concessions. Oui, enfin, et alors, c'est quand même très étonnant. Pleine propriété. C'est quand même très étonnant que dans un cadre, on limite la durée des concessions, ne fût-ce que pour que ça tourne, pour qu'il y ait une réinterrogation de la concession. 70 ans. Oui, mais avec beaucoup de garde-fous pour que ce soit vérifié tous les 10 ans, tous les 5 ans. On a mis à la fois des clauses de revoyure et puisque vous avez cité, cher sur les collègue, redevances notamment. Toulouse, moi je veux aussi parler de Nice et Lyon, qui sont des opérations qui donnent... Il y a quand même eu quelques succès, on peut dire, qui donnent satisfaction. De toute façon, il faut regarder les choses objectivement, Julien Bargeton l'a dit, il n'y a pas un modèle unique qui donne 100% de résultats favorables dans l'autre et l'autre. Donc il faut adapter. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Finalement, qu'est-ce qu'attendent les Français? À peu près la même chose que leurs élus. Ils veulent un dispositif qui permet, grâce à la capacité des entreprises du secteur privé d'aller plus vite, d'être dans le secteur de la compétition, de la concurrence, de l'amélioration. Parce qu'aujourd'hui, quand on accueille plus de monde, il faut des trafics fluides. Il faut donc, par exemple, plus d'agents de l'État sur les arrivées, contrôles, etc. Et après, vous avez une qualité de vie pour venir depuis l'aéroport Charles de Gaulle, depuis Orly, sur Paris. Tout ça, il y a une vraie plus-value à apporter. Et ça, les entreprises peuvent en tous les cas le faire mieux que des services pilotés par l'État. Et par contre, il faut éviter les excès, c'est ce que je vous dis. Dites-vous qu'en 70 ans, imaginez qu'aujourd'hui on soit à la fin de la concession de 70 ans. En 1949, évidemment, le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc dans 70 ans, moi je ne sais pas ce qui sera. Il y a quand même une garantie dans le dispositif, le système n'est pas parfait, c'est que tout revient à l'État dans 70 ans. La totalité du dispositif revient à l'État. L'État ne sera pas lésé alors dans cette affaire. Comment être sûr finalement qu'il va vendre aussi ADP à un bon prix? C'est la question qui se pose en fonction du cours de la bourse. Voilà, exactement. Et du prix qu'un privé souhaitera donner pour ADP, ce qui n'est pas non plus évident. Et comment ce sera vendu? Est-ce que ce sera vendu par lot? Est-ce qu'on permettra aux collectivités territoriales d'intégrer le capital d'ADP? Il y a encore des interrogations. Oui, il ne faut pas trop regarder les dividendes.
actuel, parce que là, il y a toute une polémique sur ça rapporte beaucoup. Il faut regarder en ce moment, il faut regarder sur plusieurs années. Et on est aussi parfois dans les contradictions de l'État actionnaire, parce que quand l'État est à la fois le régulateur et le possesseur, c'est-à-dire on le connaît aussi dans nos collectivités locales, quand on est à la fois concédant et concessionnaire, ça arrive à plusieurs collectivités locales, on donne parfois des ordres un peu contradictoires sur des exigences de rentabilité et puis des exigences de service public ou de contrôle. Moi je pense que la proposition, et notamment avec tout ce qui a été amélioré par le travail législatif, permet quand même d'avoir les meilleures garanties pour Aéroports de Paris. Julien Bargeton nous explique la position du gouvernement. On le comprend, c'est son rôle. Mais cela étant dit, on ne peut pas quand même dire aujourd'hui on a finalement une bonne efficacité, ça a été redit, du service public, et dire demain on ne sait pas où ça va aller, pas plus que pour le privé à ce moment-là. Non, sincèrement, on avait aujourd'hui la possibilité d'alimenter ce fonds qui a été proposé pour l'innovation, etc., pour les technologies, la robotique, l'intelligence artificielle. Il y avait moyen de le faire avec uniquement, finalement, ce que rapportaient les structures qu'on nous propose Donc, je pense qu'on pouvait le faire directement comme ça. C'est très instable, le dividende. C'est très instable. Et puis c'est 2,5%, alors que là, c'était que 2%. Mais ce n'est pas vrai. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, et beaucoup de structures publiques le montrent, il n'y a pas de raison de ne pas avoir une bonne gestion publique des choses. D'ailleurs, si on avait voulu alimenter ce fonds, il y avait d'autres façons de faire. Par exemple, on a parlé de l'impôt sur la fortune, qui nous a supprimé 4 milliards par an. Vous êtes un peu dans le dogmatisme. Oui, bien sûr. C'est le dogmatisme. Mais le gouvernement socialiste de Lionel Jospin est celui qui a le plus privatisé. On va pas remettre le couvert. 31 milliards. On est dans la posture politique, alors, avec Claude Renal. Ça dépend de la part de mes collègues, je le reconnais. Mais avec l'impôt sur la fortune, sur 4 ans, on a alimenté ce fonds une fois pour toutes. Donc je crois qu'il n'y avait pas besoin de passer par ces privatisations, c'est tout simple. On pouvait faire autrement, ça n'a pas été souhaité par le gouvernement, c'est plutôt malheureux. Quant à la période de Jospin, m'excusons, on n'a jamais vendu des monopoles naturels. C'est-à-dire qu'on a toujours gardé au moins 50% des monopoles naturels. Alors, excusez-moi, nous n'avions plus que 50,6%. Oui. D'accord. Donc il y avait une privatisation précédemment. C'est pas une privatisation, c'est une vente minoritaire. C'est une vente minoritaire. Merci madame. Oui, tout à fait. Alors si on veut jouer sur les termes, dites-vous bien une chose, c'est qu'actuellement le principe, c'est de dire est-ce que l'État actionnaire d'ADP est en capacité, s'il y avait un besoin de financement particulier, d'abonder au capital et d'augmenter le capital d'ADP. Alors que, on l'a vu pour Engie, l'argument du ministre Bruno Le Maire a été de dire l'État est exsangue, on n'arrive plus, quand il y a des augmentations de capital, à maintenir notre participation à hauteur de 33%. C'est ça la réalité aussi. Je suis d'accord avec vous sur le fait de l'utilisation qui est annoncée des fonds pour l'innovation. On peut se poser des questions, voilà. C'est autre chose. Mais je pars du principe que ce texte parlait de la transformation et de la croissance. Si on veut qu'ADP ait cette croissance, donnons-lui les moyens. Et je ne suis pas persuadée que l'État français est encore en capacité d'abonder au capital financièrement d'ADP. On parle des autres modifications apportées par le Sénat. Le Sénat qui a aussi supprimé l'article 61 qui modifiait le Code civil pour consacrer la notion d'intérêt social dans la définition de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce vote du Sénat? Non, mais là, en fait, il y a un débat. Qu'est-ce que la majorité sénatoriale a fait entendre comme réticence? C'est la crainte d'une judiciarisation autour de ces sujets. Alors, il y a 3 niveaux. Très honnêtement, ça paraît simple, les 3 étages de la fusée pour dire vous pouvez afficher une volonté, puis vous n'êtes pas obligé de l'inscrire, je dirais, dans l'objet social définitif de l'entreprise. Je crois qu'il faut de la progressivité. Et aujourd'hui, à la fois, moi j'ai entendu la minorité, enfin le groupe de la République En Marche dire non, il faut y aller, c'est le rapport Sénart-Nota. Très honnêtement, c'est un rapport, une voix qu'il faut entendre, c'est plutôt la voix des grands groupes industriels. On a un vrai sujet, je pense qu'il faut l'accepter, dans les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et dans les PME. Et là, il faut être attentif. Et là encore, je ne vais pas rejeter en totalité ou à l'inverse dire c'est formidable. Il y a un équilibre à trouver. Est-ce qu'il faut aller aussi vite? Moi, je vais vous dire, je crois plus, on parle aujourd'hui beaucoup de période de transition, de progressivité. Montons une marche après l'autre. Ayons des étapes parce que si on brûle les étapes, on risque d'avoir le même phénomène que ce qu'on a eu, je vais prendre un exemple, avec la taxe carbone. Donc, objectivement, il y a quand même des choses à faire. Je voudrais juste redire une chose. C'est que
Aujourd'hui, la France est dans une situation, je l'ai dit moi dans les débats, qui est particulièrement préoccupante. Là, l'essentiel de ces indicateurs économiques et sociaux sont dans le rouge. Donc de deux choses l'une. Soit on essaie de redresser la situation, et pour ça, il faut prendre des risques. Il faut relever des défis, il faut prendre des paris. Ce que pense la députée La République En Marche, Olivia Grégoire, qui a présidé, côté Assemblée, la commission spéciale sur la loi Pacte, elle dit au sortir de la crise des Gilets jaunes, il est justement urgent de dire au pays que ces entreprises sont mobilisées au service du bien commun. Elle s'inquiète justement des modifications apportées par le Sénat, Julien Bargeton. Moi, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas voté du coup, le texte sénatorial, et comme l'ensemble de notre groupe, c'est que nous sommes attachés à cette idée de défendre que finalement les entreprises également ont besoin d'une grande cause. Et ça correspond quand même aux évolutions du monde actuel. Et beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs sont là pour créer de la valeur. On attaque souvent les chefs d'entreprise, je pense, vraiment à défaut, parce que quand on venait à la tête d'une entreprise, c'est parce qu'on veut créer de la valeur, on veut apporter quelque chose à la société. Bien sûr, on y gagne de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Et donc, le permettre, l'encadrer, le traduire, montrer aussi ce sens que veut se donner la société, je pense que c'était important. Je regrette que ça a été supprimé par le Sénat. Pour ma part, c'est vraiment l'une des motivations de notre vote contre à La République En Marche. Catherine Fournier, vous avez pris connaissance de cette tribune justement d'Olivia Grégoire. Elle s'inquiète de l'équilibre de la loi. Elle est vidée de sa substance après le vote des sénateurs. Alors, excusez-moi, elle n'est pas vidée de sa substance. Absolument pas. Bien au contraire. Les réticences du Sénat, comme l'a rappelé mon collègue Husson, c'est effectivement une judiciarisation par excès. Vous savez que, sans pour autant, mais en toute lucidité, les magistrats ne sont pas toujours au fait de l'activité économique et de l'entreprise par elle-même. N'oublions pas que le projet de l'entreprise, c'est aussi, comme le rappelait mon collègue, c'est aussi de créer de la valeur ajoutée pour le pays, pour les salariés, pour eux-mêmes, peu importe. Donc, je pense que ça n'est qu'un message. Là, à l'heure qu'il est. L'entreprise, il ne faut pas lui jeter l'opprobre, il faut arrêter de la culpabiliser. L'entreprise, à l'heure qu'il est, elle applique une réglementation stricte au niveau social et aussi environnemental. Elle a déjà ce rôle. Elle l'affiche pas toujours, il n'est pas généralisé, mais elle l'a et elle le vit au quotidien, ce rôle. Donc ce qui nous a semblé, c'est que de rajouter ça dans le Code civil, c'était de dire on vous culpabilise, vous ne faites pas bien les choses. Mais le message étant, il est là le message, elles font ce qu'il faut faire. Quelle a été la position des socialistes, Claude Raynal, sur ce point ? Il a été nuancé de toute façon, parce que c'est un débat nuancé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que ça a été dit, il faut le regarder avec beaucoup de précaution, entre effectivement une ambition qui pouvait trouver notre accord, et puis en même temps, effectivement, une façon de faire les choses pour que ça ne soit pas une vision de culpabilisation de l'entrepreneur. C'est un point que je partage totalement. On parlait justement de cette absence d'accord certainement qu'il y aura entre députés et sénateurs. On se souvient des propos de Bruno Le Maire qui s'impatientait au début de l'examen de cette loi. Ça fait longtemps qu'il y a des concertations menées par l'exécutif pour faire aboutir cette loi. Ça va encore prendre du temps pour la voter définitivement, Jean-François Husson. Ça va en prendre. Je pense qu'il y aurait certainement fallu dissocier le bloc privatisation du reste du texte. Parce que, alors parfois on dit les lois sont bavardes, elles sont un peu attrape-tout. Je pense que les privatisations, on l'a vu, on a d'ailleurs manqué de débat de fond, de débat politique en préalable et en préambule. Donc c'est un vrai sujet. Moi, ce qui me pose quand même question, alors je sais qu'il faut aller vite, mais à force d'avoir de la procédure accélérée, le Parlement n'a même pas le temps de prendre son rythme. Et on travaille là sur le moyen et long terme. On ne peut pas, je dirais, faire dans des temps très courts des textes de qualité. C'est contraire à l'intérêt des Français et, en l'occurrence, des entreprises. Honnêtement, il faut être très très attentif, sinon on va partir de convulsion en convulsion. Il est parfois critiqué, on a eu quand même un gouvernement particulièrement à l'écoute sur ce texte. Je pense que Bruno Le Maire a démontré vraiment une volonté de travailler avec le Parlement. C'est vrai que dans l'état actuel, une commission mixte paritaire sera difficilement conclusive parce que les points sont éloignés. Mais pour autant, moi j'espère vraiment qu'on gardera
l'enrichissement mutuel de ce texte, parce qu'il y a un travail vraiment de fond qui a été réalisé. Rapidement, Catherine Fournier. Je dirais simplement parfois le surenrichissement. On nous reproche parfois au niveau du gouvernement de ralentir les procédures. N'oublions pas une chose, c'est que ce texte est arrivé avec 73 articles à l'Assemblée nationale, qu'il en est sorti avec 196. On a mis un peu, c'est habituel. On a déposé aussi 1000 amendements. Voilà. Mais enfin, il n'y en a eu que 200 d'articles au total au sortir du Sénat. Il n'y en a eu que 200. Mais on rajoute, on supprime, c'est la loi. Mais enfin, il y a des tas de... C'est un texte quelque part un peu catalogue. Voilà. Le Sénat a souhaité rationaliser. Merci en tout cas. Merci Catherine Fournier, merci à vous Claude Rénal, merci Julien Bargeton, merci Jean-François Husson. Dans le reste de l'actualité, ces travaux de 2 parlementaires La République En Marche sur la clarification des missions, mais aussi la création d'une organisation représentative des employeurs. La gestion des compétences, c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre. Il propose des pistes d'évolution à des centres de formation des agents territoriaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le sénateur Arnaud de Belenet qui répondait aux questions de Michael Schwitzberg. La mission qui nous a été confiée par le Premier ministre s'inscrit dans le cadre de la réforme de la fonction publique et singulièrement de la réforme publique territoriale. Et il s'agit en l'occurrence de permettre aux collectivités de mieux s'organiser pour pouvoir faire face aux nombreux défis qui sont à relever en matière de ressources humaines et d'anticipation sur toutes les évolutions de la formation, des secondes carrières, du compte personnel de formation, de l'apprentissage, de l'entrée dans la fonction publique, autant de choses qui sont gérées par les centres de gestion et par le CNFPT. Et donc nous proposons un dispositif qui permette aux collectivités de se réapproprier ensemble nationalement l'ensemble de ces enjeux sans que ça leur coûte plus cher qu'aujourd'hui, mais pour remplir plus efficacement les objectifs qui sont les leurs. Je vous le disais en titre, après avoir auditionné l'ancien conseiller d'État Jean-Marc Sauvé, chargé par l'épiscopat d'enquêter sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique. La conférence des évêques de France est invitée à s'exprimer devant les sénateurs sur les mesures prises après les nombreux scandales de pédophilie et en plein procès Barbarin. Je vous propose justement d'écouter un extrait de ces auditions. Une logique a prévalu sur une autre, celle de la protection d'une institution dont on ne pouvait imaginer qu'elle puisse, même de façon extrêmement minoritaire, receler en son sein des criminels, plutôt que celle de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement et du soin à apporter aux personnes victimes. Mais permettez-moi de réfuter le mot d'omerta que l'on invoque parfois pour parler des latitudes des responsables de l'Église dans le traitement de ces affaires. Il n'y a pas eu de système généralisé et organisé d'omerta, et ce, en raison même de l'organisation de l'Église qui fait que chaque évêque est le responsable de ce qui se passe dans son diocèse. S'il n'y a pas eu d'omerta, il y a eu cependant dans une première phase une surdité, un aveuglement devant la souffrance parfois inexprimée des victimes. Il y a eu un déni, l'impossibilité d'admettre et de croire que de tels faits puissent se produire au sein du clergé. C'était incroyable et impensable. Il y a eu une espèce de sidération, de pétrification qui a pu générer le délit. Cette logique, cette culture de surdité et d'aveuglement ont petit à petit changé. Je puis en témoigner. Un élément important a été la révélation des faits reprochés à l'abbé Prénat à Lyon. L'action courageuse, tenace, difficile pour nous aussi, pourquoi le cacher, des victimes bientôt réunies dans l'association La Parole Libérée, le travail déterminé des journalistes et des enquêteurs a heureusement contribué à faire céder cette attitude. À l'issue d'un week-end où plusieurs inscriptions anti-juives ont été découvertes à Paris et où un arbre en mémoire d'Ilan Halimi a été vandalisé dans l'Essonne, le ministre de l'Intérieur s'est ému de la flambée de 74% des actes antisémites en France en 2018. L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel, a déclaré Christophe Castaner. On voit tout ça avec Michael Schwitzberg. Des tags antisémites sur des vitrines, des icônes vandalisées, des symboles de mémoire profanés. En ce début d'année 2019, un relent d'antisémitisme plane sur la France. Un climat dénoncé par le Premier ministre. Des actes antisémites, directement inspirés de l'idéologie, de la phraséologie et de l'insymbolique qui a prévalu dans les années 30 et dans les années 40. Ces actes sont répugnants, Madame la députée.
Les chiffres sont implacables. En 2018, les actes antisémites ont progressé de 74%. Insultes, menaces, agressions, homicides, comme le meurtre de Mireille Knoll en mars dernier dans le 11e arrondissement de Paris, ont émaillé l'année 2018. Si en 2017, 311 actes antisémites ont été recensés, il y en a eu 541 l'an dernier, de plus en plus violents. Cette hausse spectaculaire, c'est une hausse qui concerne les actes en général, mais avec une hausse encore plus spectaculaire de près de 90% des violences antisémites. Je pense qu'on est dans un climat où la désinhibition des haines est de plus en plus patente. Pointé du doigt par le gouvernement, les gilets jaunes. Ça se passe souvent en marge de ces cortèges où, on le sait, une part d'extrême gauche et une part d'extrême droite se mêlent, provoquent des violences, contestent l'autorité de la police, ne respectent pas les appels à manifester dans des cortèges, brûlent des voitures, pillent des commerces, etc. etc. Et que c'est souvent en marge de ces cortèges qu'on retrouve ces inscriptions antisémites et absolument inacceptables. En attendant, 2019 démarre comme 2018 avec des actes antisémites en hausse de 25%. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tan Tran Nui. À vos côtés, c'est le sénateur communiste de Paris, Pierre Laurent. Oui, Pierre Laurent, bien votre réaction tout simplement à tous ces actes antisémites qui ont marqué ces derniers jours, ces croix gammées sur les portraits de Simone Veil, la vandalisation de ces arbres qui avaient été plantés en hommage à Ilan Halimi, par exemple. Moi, j'ai réagi avec beaucoup de fermeté. La recrudescence d'actes antisémites est extrêmement inquiétante. Et on voit malheureusement qu'en France et en Europe, elle est liée à la résurgence de l'activité de groupuscules d'extrême droite, extrêmement violents, qui réhabilitent cette idéologie antisémite qui fait partie de leur ADN historique. Donc je pense qu'il faut être extrêmement ferme et condamner avec une très grande fermeté ces actes. Les hommes politiques les condamnent. Comment les combattre, ces actes antisémites aujourd'hui? Je crois en unissant très largement la population française, les consciences, contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Nous vivons un monde difficile, un monde de chaos, un monde de conflits. Et on sait que dans ces périodes de crise grave, évidemment, il y a de la place pour la résurgence des idéologies racistes et antisémites. Donc il faut, je crois, unir largement dans une condamnation républicaine de ces actes. Que pensez-vous des propos de Benjamin Griveaux qui a souligné que ces actes antisémites, pour lui, avaient lieu très souvent en marge de cortèges des Gilets jaunes? Alors il n'a pas voulu faire le lien direct, mais il l'a souligné à plusieurs reprises lors d'une interview. Je crois que si on veut gagner la bataille des consciences contre l'antisémitisme, il ne faut pas commencer par dire n'importe quoi et faire de l'instrumentalisation politique malsaine à tort et à travers. Donc on voit très clairement dans les actes qui sont commis qu'il y a là l'activité et la résurgence d'actes de groupes d'ultra-droite, violents, antisémites, qui utilisent peut-être parfois leur présence dans certaines manifestations, mais qui n'ont rien à voir avec ces manifestations. Et je crois qu'il faut, face à la violence, face au racisme, face à l'antisémitisme, faire preuve de la même détermination, mais évidemment pour ça, ne pas procéder à des amalgames qui n'ont rien à voir avec les réalités. Oui, autre rapport qui a été fait notamment par La République En Marche, il juge qu'il y a une complaisance aux deux bouts, aux deux extrémités de l'échiquier politique vis-à-vis des actes antisémites, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Je précise que cette fois-ci, il y a eu en tout cas des condamnations de toutes parts, de la part de tout l'échiquier politique. Mais c'est totalement faux et ces déclarations, parce que du côté de nos forces politiques à gauche, la condamnation est très claire. Et je rappelle que la lutte contre l'antisémitisme fait partie historiquement du combat, de nos valeurs, et nous l'avons toujours fait au Parti communiste. Mais en procédant ainsi, on risque au contraire, avec des déclarations pareilles, d'exonérer de leurs responsabilités les forces qui, je le répète, en France et en Europe, sont en train d'essayer à l'ultra-droite de réactiver des tentations fascistes, antisémites, racistes extrêmement dangereuses. Donc je pense que ces instrumentalisations politiques, ce genre de déclarations, nuisent à l'unité qu'il faut créer face à la résurgence de l'antisémitisme. Eh bien, merci beaucoup Pierre Laurent pour votre réaction.
Merci beaucoup Tam et Francis Khalifa, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, et notre invité. Le Face à Face, c'est tout de suite. Bonjour Francis Khalifa, merci d'avoir accepté notre invitation. Plus 74% d'actes antisémites, les chiffres ont été révélés hier par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Que disent-ils, que traduisent-ils ces chiffres, ces actes ? Écoutez, ils traduisent un enracinement, en tout cas, de l'antisémitisme dans notre pays, puisque ces chiffres, qui pour nous ne sont pas surprenants, traduisent parfaitement le climat dans lequel nous sommes depuis de nombreuses années maintenant, même si ces chiffres aussi, d'année en année, ils sont de toute façon, je crois que ce qui est important, c'est de les ramener à la population juive de notre pays, et il faut la population juive de notre pays qui représente moins d'1% de la population nationale et qui concentre sur elle, en 2018, près de 50% des actes, de la totalité des actes racistes commis en France. Donc vous voyez que ce ratio est affolant. Et ces chiffres-là montrent aussi une banalisation de la parole antisémite et de l'acte antisémite. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement sorte des déclarations qui sont appréciables, et le gouvernement et les partis politiques d'ailleurs, pour mettre en place et pour appliquer surtout une véritable politique pour stopper de façon nette. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, justement, tous les plans de lutte contre les discriminations, contre l'antisémitisme, ça ne fonctionne pas selon vous ? Ce qui ne fonctionne pas, et c'est le constat que nous faisons, et les chiffres le démontrent, c'est que tous ces plans sont trop génériques, ils sont trop généraux, ils traitent en même temps du racisme, de l'antisémitisme, de la haine anti-LGBT, de la haine contre les musulmans. Donc c'est tellement général finalement que cela perd tout effet. Donc je crois que les maladies ne se soignent pas toutes avec un même remède. Et il faut trouver un remède adapté à chacune des haines qui sont en train de gangréner la société de notre pays. Et je crois que pour cela, il faut mettre en place un plan spécifique qui répondent aux ressorts spécifiques de l'antisémitisme, un plan spécifique de lutte contre l'antisémitisme. Justement, ces ressorts, quels sont-ils ? Puisqu'on a du mal justement à avoir un profil, à avoir des études justement sur les ressorts, les motivations des personnes qui commettent ces actes. Vous savez, les motivations des personnes qui commettent ces actes sont simples. C'est la haine. Ces personnes sont motivées par la haine. Donc, contre la haine, il faut pouvoir trouver le remède à cette haine particulière, cette haine qui a toujours voulu faire du juif le bouc émissaire de tous les maux des sociétés. Mais à travers le juif, c'est aussi la société démocratique que l'on vise, c'est la République et ses valeurs qui est visée à travers les juifs. Et c'est ça aujourd'hui que révèle l'antisémitisme dans notre pays, c'est justement ce désir d'attaquer les Juifs pour attaquer la République. Puisqu'on a parlé des chiffres de 2018, mais l'année 2019, on l'a vu encore avec ce week-end. Est-ce que vous diriez qu'il y a une ligne qui a été franchie ? Est-ce qu'il y a quand même une graduation dans la violence, dans les actes antisémites ? Vous savez, la ligne qui a été franchie, c'est lorsque les Juifs ont été tués pour la première fois en France après la guerre, avec Ilan Halimi, avec le disque jockey qui avait été tué juste avant, et avec les enfants qui ont été tués à l'école aux Oratora, l'attentat de l'Hypercacher, et comment ne pas parler de ces deux vieilles dames qui ont été tuées chez elles, à domicile, Sarah Halimi et Mireille Knoll encore il y a à peine un an. Donc nous voyons bien que toutes les limites ont été franchies, et ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, est inacceptable, bien sûr, est à condamner avec la plus grande force et la plus grande vigueur, mais c'est ce que nous vivons, c'est ce que les Juifs vivent au quotidien dans notre pays. Nous constatons que cet antisémitisme est protéiforme aujourd'hui, et qu'il faut se battre de la même manière contre toutes les formes de l'antisémitisme, qu'elles viennent de l'extrême gauche, de l'extrême droite ou d'une partie de jeunes musulmans qui exercent cet antisémitisme de voisinage dans les quartiers que l'on appelle difficiles. C'est la réalité de notre pays aujourd'hui, et c'est cette réalité-là que l'on doit voir en face, et c'est
face à cette réalité qu'il faut trouver les moyens de combattre l'antisémitisme. Il faut une condamnation unanime aussi des partis politiques. Ça a été rappelé, que ce soit de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Elle est trop souvent absente, selon vous ? La condamnation, non, je ne crois pas qu'elle soit absente. Je pense que la condamnation est toujours très rapide de tous les partis politiques. On monte facilement au créneau, on passe facilement sur les chaînes de télévision pour condamner, pour dire que c'est inacceptable. Mais que fait-on pour que cela cesse ? Que fait-on dans les partis politiques pour alerter le peuple français ? Parce que l'appel que je lance ce soir, moi, c'est un appel au sursaut national. Car ce à quoi nous sommes confrontés, c'est un antisémitisme qui est de plus en plus grave dans notre pays et qui se déroule dans un silence qui, pour ne pas dire complice, est au moins indifférent. Et ce que j'attends du peuple français, ce que j'attends de mes compatriotes, c'est qu'ils disent non à l'antisémitisme. Non, l'histoire ne se reproduira pas dans notre pays. Non, nous ferons tous barrage, nous nous levons pour faire barrage à l'antisémitisme qui gangrène notre société. Est-ce qu'il trouve un terrain fertile, un nouveau terrain aussi à travers la crise sociale des Gilets jaunes, ce mouvement des Gilets jaunes ? Vous savez, je ne veux pas faire de lien direct entre ce mouvement des Gilets jaunes, qui a pris naissance dans une revendication tout à fait légitime, une revendication sociale, une revendication de misère sociale. Mais très vite, ce mouvement a été dépassé. Il s'est radicalisé, infiltré par des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche. Et aujourd'hui, ce qui reste de ce mouvement que nous voyons maintenant de façon récurrente toutes les semaines s'exprimer par la violence dans les manifestations qui sont organisées dans les grandes villes, violence contre les biens, les magasins, violence contre les forces de l'ordre et violence contre les juifs, puisque à l'occasion de ces manifestations, nous avons aussi pu remarquer que de nombreux slogans antisémites et que de nombreuses, je dirais, pancartes antisémites étaient présentes. Et encore une fois, dans le silence général et dans la complaisance générale, je n'ai pas entendu, ou très peu entendu, les responsables de ce mouvement des Gilets jaunes, ceux qui ont été désignés comme les porte-paroles, condamner ces actions, condamner ces actes, lorsque Dieudonné est au Sacré-Cœur et fait la quenelle, lorsque des gens fichés à l'extrême droite, que l'on connaît, portent au dos de leurs gilets jaunes des inscriptions néo-nazis qui appellent au meurtre des Juifs, personne ne réagit. Personne ne leur demande de quitter la manifestation, d'enlever ce gilet jaune. Et ça, c'est intolérable. C'est ce silence-là qui est intolérable. Et nous attendons une réaction, un sursaut du peuple français pour dire « ça suffit, l'antisémitisme, ça ne peut plus être la France ». Bien, merci beaucoup Francis Khalifa d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Merci à vous. Merci à vous. Je vous le disais en titre, c'est une nouvelle lecture et peut-être une nouvelle chance pour le projet de loi de justice. Les sénateurs ont entamé l'examen de ce texte. Pour en parler, on va retrouver Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle qui suit pour nous les débats. Alexandre, avec une intervention très attendue, celle de la garde des Sceaux. Oui, Delphine, et dans ce débat, les sénateurs, et notamment les sénateurs de droite, ont tenu à rappeler leur désaccord à Nicole Belloubet, des désaccords sur des points essentiels de cette réforme de la justice, sur les moyens à redonner à la justice, sur le nombre de places de prison à construire. On sait que les sénateurs veulent en construire davantage que le gouvernement. Sur la justice du numérique, les sénateurs sont attentifs au droit du justiciable à avoir une justice concrète quand il y a un manque d'accès au numérique. Et puis également sur la réforme de l'échelle des peines. Alors, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a tenu à défendre sa réforme avec énergie. Et il y a même eu un échange un peu grinçant entre Nicole Belloubet et François-Noël Buffet, le rapporteur Les Républicains de ce texte. Écoutez cet échange préparé par Nawel Eraji. Réformer ne veut pas dire adopter une logique comptable ou une logique d'économie de gestion, comme vos rapporteurs ont pu l'écrire. Ce n'est pas non plus déshumaniser la justice, ni même la robotiser. C'est encore moins l'éloigner du justiciable. Je ne m'arrête d'ailleurs pas à ces termes, qui, de mon point de vue,
ont davantage la valeur de slogan que celle d'une analyse rigoureuse du projet de loi que je porte. Ce qui me préoccupe en réalité, c'est que les Français expriment une grande défiance à l'égard de la justice. Madame la ministre, je dois vous dire très directement, et les yeux dans les yeux, que si vous avez indiqué à la Haute Assemblée tout à l'heure que votre analyse était rigoureuse, évidemment, mais que la nôtre n'était plutôt que celle du résultat d'une politique de slogan, je vous indique mon désaccord le plus profond là-dessus. Notre analyse a été rigoureuse, quoique différente de la vôtre. Et voilà pour cet échange tendu entre Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et François-Noël Buffet, le rapporteur Les Républicains de ce projet de loi de réforme de la justice. Et notez que quelques minutes plus tard, Nicole Belloubet a tenu à reprendre la parole pour un peu nuancer ses propos et expliquer qu'elle ne visait pas personnellement François-Noël Buffet de manière à apaiser les débats qui vont suivre. Merci beaucoup Alexandre et je vous propose d'écouter la réaction du président de la commission des lois, le sénateur LR Philippe Bas, au micro de Tam Tranui justement sur cette nouvelle lecture du projet de loi justice. Philippe Bas, vous commencez aujourd'hui l'examen en nouvelle lecture de la réforme de la justice, un texte sur lequel le Sénat est sur bien des points frontalement opposé à l'exécutif. Pour quelles raisons ? Eh bien, en vérité, il y a des points fondamentaux. L'augmentation du budget de la justice n'est pas suffisante. Elle n'est même pas au rythme qu'avait atteint M. Urvoas dans la dernière année du quinquennat précédent. Alors que Nicole Belloubet fait valoir que c'est une augmentation jamais vue. Mais c'est une augmentation, heureusement, suffisamment nette. Mais quand on fait une loi de programmation pour 5 ans et qu'elle est votée après 2 ans de quinquennat, on se dit qu'il n'y a plus que 3 ans à courir. Et donc, ça n'est pas, de notre point de vue, une bonne méthode de gouvernement. Mais surtout, nous avons constaté que les professions de magistrats, d'avocats, mais aussi les professions de personnel administratif, les greffiers, effectivement, ont tous manifesté à l'unisson une position commune pour qu'un certain nombre d'inflexions soient apportées à ce texte. Et nous avons voulu faire le porte-voix de toutes ces professions à travers le Sénat. Nous avons voulu surtout considérer qu'on ne réforme pas la justice contre les professions de justice. Et qu'il était nécessaire, à la fois pour les garanties offertes aux justiciables à travers la présence de leur avocat, ou pour la garantie de la présence d'un juge, par exemple, quand on a un conflit sur une pension alimentaire pour des enfants, il fallait entendre des points de vue qui ne sont pas des points de vue idéologiques ou radicaux ou hostiles par hypothèse, mais qui sont des points de vue qui méritent d'être écoutés. Vous savez, ces derniers mois, on a vu ce que ça donne de vouloir avancer, même avec une pédagogie, mais sans dialogue. Et nous pensions qu'avec le grand débat, on rentrait dans une période nouvelle et que la justice allait en profiter. Et nous constatons que ça n'est pas le cas. La table ronde des professions de justice que nous avons réunies permettait au fond de tendre la main au gouvernement, de lui faire saisir quelques perches. Il ne veut pas les saisir. Il a les moyens de faire adopter son texte, mais aura-t-il les moyens de trouver les voies de l'apaisement pour le mettre en œuvre dans de bonnes conditions? Et je crois que si on avait écouté un peu le Sénat, et pas simplement les professions de justice, eh bien, on serait arrivé à un meilleur résultat. C'est ce que nous pensons profondément, et c'est le rôle que nous essayons d'avoir. Philippe Bas, également dans l'actualité, votre réaction à la démission d'Ismaël Emelien, est-ce que vous faites le lien, comme d'autres, avec l'affaire Benalla, Ismaël Emelien, qui aurait conseiller Alexandre Benalla sur sa communication, qui aurait reçu des enregistrements de la contre-escarpe, certains parlent de recel même. Vous avez dû le constater, il faut que je vous réponde franchement, nous ne commentons pas les différents épisodes susceptibles d'être rattachés ou non à cette affaire dont on n'a que trop parlé. Nous sommes actuellement avec les rapporteurs et toute l'équipe de la Commission des lois en train d'accomplir un travail en profondeur pour élaborer nos conclusions, et nous ne dirons rien avant que ces conclusions aient été présentées à la Commission des lois. C'est trop important de ne pas s'exprimer d'une manière légère ou hâtive. Et sur la démission d'Ismaël Emelien, votre interprétation, j'ai bien compris que c'est la fin de la Macronie ? J'ai bien compris que c'était votre question et je crois vous avoir répondu. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Alors cette nouvelle lecture du projet de loi de justice va-t-elle permettre de sortir de l'impasse ? On ouvre tout de suite le débat dans cette édition.
4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Béatrice Brugère, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale d'unité magistrat SNMFO. Bienvenue à vous. Également avec nous, Marc-Philippe Daubresse. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Nord, membre de la commission des lois. Jacques Bigot est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur socialiste du Bas-Rhin, vice-président de la commission des lois. Et puis Jérôme Gabaudan est également sur ce plateau. Vous êtes le président de la conférence des bâtonniers. Bienvenue à vous. Première question pour vous, Béatrice Brugère, puisque on sait que le Sénat a fait un travail de conciliateur, de médiateur pour essayer de sortir de l'impasse. Est-ce que dans les propos qu'on a pu entendre de la garde des Sceaux, vous sentez une certaine avancée, peut-être de nouvelles propositions qui vont permettre justement un petit peu de stopper la mobilisation des professions judiciaires ? Non, pas vraiment. Et c'est vrai que la situation et la méthode qui a été employée par le gouvernement depuis le départ laisse penser que comme ils ont quand même la majorité, ils sont d'une certaine façon dans une forme de rigidité. Je voudrais simplement dire, parce que j'ai regardé ça, c'est assez rare quand même, depuis 1959, que sur le travail de coproduction législative qui nous semble extrêmement intéressant, dans cette confrontation, notamment sur un sujet comme la justice, c'est extrêmement rare qu'il y ait aucun accord. Et j'ai trouvé un pourcentage qui en dit long, qui est de 10%. C'est quand même très, très rare. Et pour un sujet qui doit faire cohésion sociale, qui doit faire société, alors on a entendu Philippe Bas dire aussi, il y a les acteurs, mais il n'y a pas que les acteurs. Il y a un proverbe romain qui dit « ubi ius, ubi societas », c'est-à-dire là où est la justice, là est la société. Donc je crois que même s'il y a un passage en force et qui se fera, il y a un enjeu à long terme qui n'est peut-être pas envisagé et qu'il faudrait quand même mesurer au moment où l'on vote ce projet de loi. Voilà. Jérôme Gabaudan, c'est une réforme qui se fait contre la justice. Les mots sont forts. C'est une réforme qui se fait contre la justice et contre les citoyens, nous le disons depuis un an. C'est ça qui est effectivement assez dommage. Et après ces 10 mois de discussion, de concertation parfois, parce qu'il y en a eu avec le ministre de la Justice, on s'aperçoit que malgré tout, il y avait une commande de départ, une commande liée à la volonté de réduire les coûts, d'automatiser, d'ubériser, sans aucune considération vis-à-vis de ce qu'est l'autorité judiciaire, au fond, ce que sont les magistrats, ce que sont les personnels de greffe, ce que font les avocats, ce que sont les avocats aussi. Et on va au bout du bout, avec quelques aménagements liés aux mobilisations fortes qui se sont faites dans la rue par les personnels de justice, mais aussi avec la position du Sénat qui, depuis le début, malgré tout, et sur la base de travaux qui étaient antérieurs à cette... j'ai envie de dire... Ce sont bien les propositions pour le redressement de la justice, c'est comme ça qu'elles étaient. Et donc là, le sentiment de gâchis, d'aller au bout, de vouloir violer les territoires, le maillage territorial de la justice, la relation du juge avec le citoyen, avec cette idée que de toute façon, de manière technocratique, on peut imposer des réformes. Or, c'est un domaine régalien que la justice. L'autorité judiciaire est quelque chose d'important. Et c'est vraiment le gâchis. Et c'est pour ça que c'est bien que le Sénat continue à proposer et à avancer, à la différence de l'Assemblée nationale qui à la marge, veut donner un certain nombre de gages, mais qui sur le fond ne modifie rien. Oui, car le Sénat a quand même souhaité examiner ce texte en nouvelle lecture. Philippe Daubresse, il aurait pu adopter une motion. Oui, on n'a pas voté une question préalable, ce qui était une procédure qui nous permettait de dire bon, ça suffit, en première lecture, on vous a dit ce que, de notre point de vue, il faut faire pour trouver les voies d'un consensus, et puis vous nous écoutez pas, tant pis. Non, mais pourquoi on a examiner le texte, refait un peu plus d'une centaine d'amendements sur les deux projets de loi, parce qu'on veut donner la possibilité aux députés de revenir là-dessus. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Tout le monde le sait, j'ai été ministre du Logement. On a eu le projet de loi sur le logement qui, je vous le dis, était très, très techno au départ, fait par des très hauts fonctionnaires, avec là aussi une logique purement comptable. Comme fil conducteur, on veut gagner de l'argent, donc on prétexte un certain nombre de choses. Donc là, on a de la déjudiciarisation, mais on touche à des équilibres fondamentaux. C'est ce que vous disiez à l'instant. Vous comprenez ? La protection des libertés du citoyen, l'accessibilité de tout citoyen, quel que soit d'ailleurs son statut, son territoire, ou même s'il a peu d'argent pour accéder, sont des choses fondamentales. Et quelque part, on remet en cause tout ça au nom d'une pure logique comptable. Je vous dis ça parce que dans la loi logement, au début, c'était totalement fermé. Et au final, dans la toute dernière CMP,
Je ne dis pas qu'on a obtenu un texte satisfaisant, mais enfin il était nettement plus satisfaisant que le texte d'origine. Donc je pense qu'on a encore une chance. Je dis aussi au passage, après je m'arrête, que Philippe Bas n'a pas fait que de la conciliation. Il y a eu une commission d'enquête, il y a eu une proposition de loi qui était largement inspirée de plus de 200 auditions avec tous les professionnels du droit, et aussi avec la préoccupation des citoyens et des élus locaux qui parlent de leurs tribunaux d'instance ou de grande instance, etc. Et ça aboutit à un texte. Il suffisait que le gouvernement, je ne dis pas qu'il fallait qu'il le reprenne intégralement, mais qu'il parte de cette base, on pouvait avancer. Oui, Jacques Bigot, tout l'espoir n'est pas perdu. Il y a peut-être des moyens encore que les députés acceptent cette main tendue des sénateurs sur certains points. L'espoir est faible, mais on peut peut-être se dire que les députés qui s'interrogent aujourd'hui, les députés marcheurs qui assistent à ces grands débats, les organisent, se rendent compte qu'ils ont contesté. On l'a déjà vu dans la loi dite anti-casseurs, certains se sont abstenus, d'autres... C'est peut-être l'occasion de leur dire non, on vous donne encore une chance de redresser. Quand vous avez une telle mobilisation des professionnels qui sont d'habitude pas d'accord. Je viens de terminer mon intervention en disant à la garde des Sceaux, je ne pensais pas qu'un jour des syndicats de la magistrature, des avocats plutôt à gauche, je viens de dire le Sénat a fait un meilleur travail que vous. C'est pas très logique, sachant en plus qu'elle était jadis socialiste. Donc tout ça prouve bien qu'il y a une espèce de certitude, alors que sur des points nous étions d'accord. L'une des difficultés de ce texte, qui est très mal vécu par les territoires, c'est la question de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Nous l'avions inscrit dans le rapport de mission. Mais ça veut dire qu'il faut le travailler sur le terrain, qu'il faut l'expliquer. Et qu'il ne suffit pas sans doute de l'expliquer si on ne met pas des garde-fous. Moi, j'ai beaucoup insisté sur le rôle des assemblées générales de magistrats, du conseil de juridiction, où il n'est pas question qu'on décide de manière absolue, d'en haut, comment va s'organiser le territoire. C'est ça les inquiétudes des gens, c'est ça les inquiétudes des avocats et des justiciables. Alors justement, avant de continuer ce débat, je vous propose d'écouter l'intervention en partie de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui a malgré tout tenu à défendre son projet. On l'écoute. Cette nouvelle lecture intervient après que le Sénat et l'Assemblée nationale n'aient pu trouver d'accord en commission mixte paritaire. Cet échec a traduit des divergences fortes entre les deux assemblées. Il faut constater qu'en première lecture, votre commission des lois, puis votre Assemblée, avait fait pour l'essentiel le choix de s'éloigner de la plupart des propositions qui avaient été formulées par le gouvernement, propositions qui ont été par suite soutenues par la majorité de l'Assemblée nationale. J'entends bien que nous venons de loin, de très loin même, sur le plan budgétaire, et que la justice doit, c'est évident, disposer à la fois de personnels plus nombreux et de moyens budgétaires plus conséquents. Je l'entends. Le gouvernement aussi l'a entendu et il y a répondu, puisque ce budget progressera de 24% en 5 ans et permettra de recruter 6 500 emplois supplémentaires. Béatrice Brugère, comment réagissez-vous? Il y a un geste qui est fait de la part de l'exécutif en ce qui concerne le budget, nous dit la garde des Sceaux. Alors, moi, je vais être très claire. J'appelle tous ceux qui écoutent ce que vient de dire la garde des Sceaux à lire le dernier rapport de la Cour des comptes. Il est incroyablement clair. Il explique que, depuis des années, on voit une progression du budget du ministère de la Justice et que dans la réalité, cette progression n'existe pas. Donc, il y a un affichage de communication permanent qui dit on va créer des postes, etc. La Cour des comptes a passé au tamis, tous les moyens de fonctionnement du ministère de la Justice et on s'aperçoit qu'on ne sait pas où sont passés la création de ces postes, que en fait l'activité est en train de se dégrader, que en fait c'est pas un problème de budget ou de magistrats et ça c'est de la responsabilité du ministère de la Justice et c'est une réforme manquée en tout cas de ce point de vue, c'est qu'il n'y a aucune réflexion stratégique sur le dysfonctionnement structurel de ce ministère de la Justice. Donc on fait des lois et on refait des lois et on défait des lois et les problèmes restent les mêmes. Donc tant qu'on ne se sera pas attaqué aux vrais problèmes, et c'est là où je trouve que le travail du Sénat était intéressant parce qu'il était en complément et pas en opposition, eh bien nous aurons toujours les mêmes difficultés et je vous donne rendez-vous dans 1 an et on parlera des mêmes sujets.
Jérôme Gavaudan, il y a malgré tout besoin d'une certaine rationalisation, si on peut employer ce terme, une certaine simplification. C'est aussi dans l'approche du gouvernement. Oui, mais c'est une volonté affichée qui ne se traduit pas dans le texte. Parce que, et c'est pour ça qu'il y a l'intégralité des professionnels du droit qui s'y opposent. Parce que c'est d'une complexité énorme. La fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, la fusion des greffes des conseils des prud'hommes avec les tribunaux de grande instance, la spécialisation des juridictions qui renvoie à des décrets, les premiers décrets en Conseil d'État, les seconds en décret simple, après avis des chefs de juridiction, mais des conseils de juridiction et des bâtonniers ou pas. On complexifie en voulant simplifier, on complexifie la procédure, l'injonction de payer, la saisine du tribunal qui ne peut plus se faire sur simple requête d'un justiciable. C'est pas le métier de l'avocat dont on parle, c'est le justiciable qui, pour des litiges de moins de 4 000 €, ne pourra plus saisir un juge et ne pourra plus voir un juge. C'est de ça dont nous parlons. Et les mots, la langue qu'on emploie est contraire à la réalité du texte. Et s'il y a eu tant d'amendements au Sénat, et s'il y a eu tant d'amendements à l'Assemblée nationale, c'est parce que le texte est complexe et complexifie la justice. Ni lisibilité, ni accessibilité, ni véritable moyen. 1 an plus tard, nous en sommes là et les choses apparaissent enfin. Avec un risque de défiance accrue du citoyen envers les institutions judiciaires. Oui, on est en pleine crise des gilets jaunes. Toutes les 2 minutes, sur les plateaux de télé, on prononce le mot gilet jaune. Monsieur le Président de la République va au contact de la population, il dit « je suis à l'écoute ». Et dans cette période-là, alors que le Sénat organise une table ronde fin janvier où tout le monde vient, et où en 3 heures à peu près, on a le tableau de ce qu'on pourrait avoir comme voie pour trouver un chemin, on ferme la porte à tout. Moi, j'ai été ministre 2 fois, je peux vous dire que, bien sûr, de temps en temps, vous partez avec votre texte, vous gardez des choses, mais vous ouvrez la porte sur un certain nombre de sujets. Vous cherchez à trouver... Pourquoi elle n'ouvre pas cette porte, elle ne saisit pas cette main tendue? Je pense que parce qu'on est dans une vision technocratique des choses, avec une justice, comme vient de le dire le président du barreau, qui sera de plus en plus lente, et un justiciable qui sera de plus en plus loin du juge et qu'il verra peut-être même plus. Et ça, c'est contraire à nos usages et c'est contraire à l'état de droit français tel qu'il a été fondé. C'est une conséquence inéluctable, Jacques Bigot, cet éloignement du citoyen de la justice. Il faut être très conscient que réformer la justice pour arriver aux moyens qu'ont d'autres pays européens et que la France, État de droit, devrait avoir, on mettra du temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je suis d'accord avec madame sur les problèmes d'organisation de la chancellerie. C'est une évidence. Quand vous rencontrez des procureurs qui vous disent on a des substituts qui arrivent, c'est leur premier poste, ils ont envie de partir tout de suite quand ils arrivent, il reste 2 ans. On sait que la ministre vient de recevoir un rapport d'attractivité sur les fonctions des procureurs. Ça n'intéresse personne. Et c'est au même moment, dans le même texte de loi, qu'on veut renforcer les pouvoirs de contrôle dans les enquêtes aux procureurs, alors qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils n'arriveront pas à suivre. Donc c'est des défis énormes. Il faut bien en être conscient de tout cela. Et ce dysfonctionnement va s'aggraver. On parle de la place du juge des libertés. Les juges des libertés n'ont aucun moyen. Ils n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas de greffier, donc ça ne peut pas fonctionner. C'est formel. Voilà. Juste pour dire, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une logique budgétaire, et quand on regarde, et excusez-moi de revenir sur le rapport de la Cour des comptes, aucun pilotage rationnel, aucune statistique, enfin aucune étude d'impact qui est digne de ce nom, mais surtout, le ministère de la Justice est dans l'incapacité de justifier tout son défaut d'exécution budgétaire. Donc, en plus, il y a une contradiction interne, c'est que non seulement on a une logique budgétaire, mais en plus on est dans l'incapacité de mettre en œuvre une logique budgétaire. Double catastrophe à venir. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur le sénateur. Indépendamment des moyens donnés au parquet par un transfert de charges et de responsabilités, il y a derrière l'affaiblissement des droits de la défense et l'équilibre entre la poursuite, enfin l'accusation et la défense. C'est aussi un projet de loi, on ne le dit pas assez, qui renforce excessivement les pouvoirs du parquet au détriment des droits de la défense. J'entendais ce matin sur une grande radio un sénateur, un député de la majorité. Un député de la majorité. Il n'y a pas beaucoup de sénateurs de la majorité. Un député de la majorité qui se plaignait d'une enquête préliminaire qui était menée contre lui depuis plus de 2 ans et il se plaignait de ce qu'on avait sollicité du bureau de l'Assemblée nationale, la levée de son immunité parlementaire. Or, ce projet de loi étend les pouvoirs du parquet en enquête préliminaire non, on peut être d'accord ou pas, mais au détriment des pouvoirs d'un juge d'instruction et donc du respect des droits de la défense. Il y a des équilibres aussi fondamentaux
c'est pas l'organisation judiciaire, c'est pas les territoires, mais c'est aussi un des aspects du texte qui peut poser difficulté, qui peut poser question et qui complexifie effectivement la mécanique de la procédure pénale et du procès équitable. Et donc, Juste pour compléter, excusez-moi. et dans le même temps, on n'a toujours pas réglé le problème que pose la Cour européenne des droits de l'homme de l'indépendance du parquet en tant que véritablement magistrat. Ce qui fait que ce texte va poser sans doute des problèmes constitutionnels parce que on donne des pouvoirs à un magistrat qui n'est pas indépendant, et on l'a bien vu dans la nomination du procureur de Paris, qui est un excellent magistrat, je dois le dire, titre personnel, mais le mode de nomination n'a pas été satisfaisant quand on a vu le comportement du pouvoir à l'égard de la nomination. Oui, juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec Cynthia. En effet, on accentue un déséquilibre au profit du parquet et au détriment du juge du siège. Et je dis simplement, et c'est ça qui est dramatique, dans la fragmentation de la pensée et de la manière dont on gère ça, c'est qu'on a une réforme constitutionnelle qui va sans doute arriver, sur lequel on a aussi, à minima, une réflexion sur l'indépendance du parquet, qui est un fait, à mon avis, qui devrait être majeur et capital, comme vous venez de le dire très justement, pour rééquilibrer ce que certaines lois déséquilibrent. Marc-Philippe Daubresse. Il y aura forcément, même si Mme Belloubet ferme la porte et que la mixte paritaire échoue, il y aura forcément un débat constitutionnel. Moi, je suis en charge de la mission de suivi de la loi SILT, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, dans mon rapport, j'explique que j'ai vu le procureur Molins à l'époque et le juge des libertés, et avec l'ensemble du staff qu'il a pour lui, ça marche plutôt bien. Et il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, une assez bonne réactivité en liaison avec les procureurs de province, etc. Pourquoi on va changer un truc qui ne marche pas? Et donc, j'ai toutes les questions prioritaires de constitutionnalité là-dessus, sur l'équilibre dont vous parliez, c'est-à-dire la protection des libertés d'un côté et jusqu'où va le pouvoir d'investigation de l'autre côté. Je peux vous dire qu'au vu de ces questions et des réponses qui ont été apportées par le Conseil constitutionnel, il y aura forcément quelques volets du texte qui tomberont sous le couperet du Conseil constitutionnel. Donc Mme Belloubet ferait mieux d'anticiper tout ça, de mon point de vue. Est-ce que c'est encore l'interlocutrice, justement, Nicole Belloubet, Jérôme Gavaudan, vous avez encore un dialogue avec la garde des Sceaux? On ne peut pas dire que Mme Belloubet n'est pas quelqu'un qui ne dialogue pas dans la relation. Elle est encore venue il y a 3 semaines à la conférence des bâtonniers. Par certains côtés, elle a eu ce courage de venir nous affronter, mais sur le fond, elle n'a rien apporté. Elle écoute, mais elle n'entend pas. Et c'est la problématique du gâchis que j'évoquais tout à l'heure. Donc on est dans un dialogue apparent, poli, comme je l'ai dit dans mon discours, mais sur le fond, nous n'avançons pas. Même sentiment de gâchis, Béatrice Brugère, à l'issue de cette nouvelle lecture dont on parle aujourd'hui au Sénat? Oui, parce que nous, on a vraiment relevé le travail du Sénat avec objectivité et impartialité. Et encore une fois, pour être complètement, transparent, il y a aussi des choses qui sont positives dans ce projet. Donc oui, ce sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout, d'être allé pas assez loin, et dans les garanties et dans la réforme, oui, un peu. Oui, en matière civile, il y a des points positifs. Il ne faut pas. Mais ponctuellement, il y a des points dans la réforme qui ont été discutés et qui sont positifs. Jacques Bigot, un tout petit mot de conclusion très rapide. Oui, mais je crois que cette manière de faire est pour moi à l'image du gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'on a des certitudes, on est convaincu que la réforme, c'est ça et c'est la bonne, et on ne se rend pas compte que, c'est ce que je viens de dire à la ministre, dialoguer, ce n'est pas simplement convaincre de ses certitudes, c'est écouter et adapter le texte. Comme d'autres ministres ont su le faire, de droite comme de gauche. Le nouveau monde, c'est la certitude, et la certitude, ça a conduit à ce qui se passe à l'heure actuelle en France, qui est dramatique. Eh bien, merci Jacques Bigot, merci Marc-Philippe Daubresse, merci à vous, Béatrice Brugère, merci à Jérôme Gavaudan d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Avant de se quitter d'ailleurs, cette information, Public Sénat a été récompensé hier pour avoir coproduit le documentaire de Fabrice Gardel, Raymond Aron, Le chemin de la liberté, vainqueur donc du laurier de la radio et de la télévision 2019 dans la catégorie culture. Il a été réalisé à l'occasion du 35e anniversaire de la mort de Raymond Aron. Je vous propose d'en écouter un extrait. Aron est terriblement isolé dans ces années d'après-guerre. Le goût de la vérité est à ce prix. Même si Camus, révolté contre la religion marxiste, n'est jamais loin. Camus aussi était d'une certaine manière seul, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans le moule intellectuel de gauche étaient une multitude de solitudes. Ces années sont d'autant plus dures que des drames intimes frappent Raymond Aron.
Je suis sorti d'une longue crise personnelle provoquée par des malheurs familiaux pour écrire ce livre, L'opium des intellectuels, qui a été pour moi, pour ainsi dire, la guérison personnelle. Voilà, c'est un documentaire que vous pouvez revoir, un suivi d'un débat sur le site internet publicsénat.fr. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, votre rendez-vous On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain.